Donc, bonjour Simone, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve cette semaine et pas toute seule, puisque cette semaine, j'ai la chance et le plaisir d'avoir avec moi en interview Constance Dupont, qui est dans le recrutement, mais on va rentrer dans les détails juste après. Mais déjà, bonjour Constance et merci d'être avec nous pour le podcast de cette semaine. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Alors Constance, pour pouvoir te présenter un petit peu et expliquer le fil de la discussion qu'on va avoir, qui va être donc sous forme d'interview, l'idée c'est que je puisse déjà un petit peu te présenter, tu n'hésiteras pas à corriger si jamais j'ai des lacunes. Et ensuite, on va aborder 3 points, puisque on va aborder d'abord donc ton parcours professionnel dans une première partie. Ensuite, on va regarder un petit peu la vision de ton métier de recruteuse. Et enfin, pour toutes les Simones qui nous écoutent, on aime bien être toujours dans le pratico-pratique et on va essayer d'avoir des petites astuces et des conseils très concrets, pratico-pratiques pour leur vie de tous les jours. Est-ce que déjà ça te va sous cet angle-là, dans cet ordre-là? Absolument. C'est très bien. Donc, au niveau de ta présentation, donc nous, on se connaît par le biais de réseaux professionnels. Mais pour un petit peu donner l'environnement dans lequel tu es et pourquoi est-ce que je trouvais ça très intéressant aussi de t'avoir avec nous dans cette interview, c'est que tu as une double casquette, c'est que tu as une casquette de recruteuse, certes, mais tu as aussi toi-même été dans le système de la reconversion professionnelle. Donc, tu vas nous parler de quelque chose que tu connais parfaitement bien. Et à côté de ça, tu es aussi maman, tu es maman de 2 petites filles. Donc, j'ai revérifié avec toi les âges tout à l'heure parce qu'effectivement, j'avais un petit doute. Donc, je sais que c'était petite fille, mais je confirme, donc 2 toutes petites filles qui grandissent très bien, qui ont fait leur rentrée récemment aussi, puisque là, on est au mois de septembre. Et tu es anciennement responsable RH dans des groupes parisiens avant de faire un changement, une reconversion professionnelle et devenir indépendante dans le recrutement en Normandie. Est-ce que déjà, j'ai à peu près situé le personnage? Absolument. C'est tout à fait ça. Donc, au niveau de ton parcours et de ta reconversion, j'ai quelques questions à te poser. Donc, comme je disais, avant de te lancer à ton compte, tu étais RRH, en fait, dans des grosses structures parisiennes. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? Alors écoute, honnêtement, ça a été la Covid qui a été un vrai déclic. Il faut dire que vivre le confinement à 100% en télétravail nous a poussé, mon conjoint et moi, à repenser un petit peu notre rythme de vie. Et on a eu envie de revenir à l'essentiel et de retourner dans notre Normandie natale, comme tu l'as si bien dit. À notre arrivée en Normandie, j'étais en fin de grossesse et j'ai quand même passé plus d'1 an en veille sur des postes de RH. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé d'équivalent à ce que je faisais à Paris. En réalité, derrière le titre de responsable RH, les missions peuvent énormément varier. Et selon la taille en fait de l'entreprise, le secteur. Et je me suis retrouvée assez seule, perdue, et c'était la première fois de ma vie que j'avais pas une solution professionnelle toute tracée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'utiliser mon CPF pour financer un bilan de compétences, parce que seules mes réflexions tournaient en rond. Et j'avais besoin d'un cadre, d'un accompagnement structuré pour pouvoir envisager plus sereinement de nouvelles perspectives. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en plus, là, ça me fait rebondir sur plusieurs clientes que j'ai eues. Et c'est vrai que j'en ai quand même eu quelques-unes qui ont été salariées sur la région parisienne, qui sont revenues, alors des fois, effectivement, souvent par le biais de famille ou autre, parce que pourquoi une région plus qu'une autre? En général, il y a un petit lien de famille quelque part qui ramène à un endroit. Mais c'est vrai que forcément, c'est pas le même mode de vie, c'est pas le même fonctionnement. Et elles ont ce sentiment, ce décalage, elles l'ont ressenti. Et quand tu parles d'un bilan, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, quand on est seul, des fois, on peut un peu être tourné dans un bocal et les réflexions peuvent un petit peu tourner en rond. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, le bilan, dans ta réflexion personnelle? Alors déjà, je voulais prendre juste un petit temps pour parler du format du bilan que j'avais fait, parce que c'est un format qui m'a beaucoup surpris à l'époque. Il était très différent de ce que j'avais pu connaître en tant que RRH, parce que ça m'est arrivé d'en mettre en place, mais c'était plutôt des bilans individuels en mode coaching. Là, j'ai intégré en fait un parcours collectif
On était une promotion d'une vingtaine de personnes sur 4 mois. Et le programme reposait sur 3 grands axes. Il y avait une première phase qui était un vrai temps d'introspection, de mieux se connaître soi-même. Un deuxième temps qui était une phase, je dirais, d'ouverture avec on teste des activités concrètes en observant un petit peu nos ressentis. Et puis une troisième phase qui était le choix d'un projet et une mise en action progressive en sollicitant et en mobilisant son réseau. Et ce qui a été assez incroyable, c'est que déjà, j'ai rencontré des profils variés qui, en fait, se posaient les mêmes questions que moi. Parce qu'on se dit souvent qu'on est Oui, isolé. oui. Et là, il y avait, je me souviens d'une très jeune d'ailleurs, 20 ans, il y en avait qui avaient une cinquantaine d'années. Moi, à l'époque, j'avais à peu près 34. Donc déjà ça, pas se sentir seul. Et pour moi, le bilan, en fait, il a marqué un premier pas concret vers autre chose. C'est parce qu'au début, je restais très ancrée dans une vision salariée du travail. Hein, j'avais été quand même formatée. Mais ce parcours, il m'a poussée à sortir de ma zone de confort. Et à finalement ouvrir le champ des possibles ou en tout cas envisager de nouvelles perspectives. Et donc, C'est-à-dire pour moi, c'est un vrai levier. Ta question de départ, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pour moi, c'est un levier de départ, même si le chemin reste encore long ensuite. oui, 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 effectivement, souvent c'est ce qu'on dit, c'est les prémices, c'est un début. Par contre, ceci dit, là, dans ce que tu dis, est-ce que la force de la communauté, d'ailleurs, ça t'a aidé peut-être aussi à aller expérimenter des zones? Est-ce que tu as fait des actions, des enquêtes métiers, des choses comme ça dans le bilan? Est-ce que la communauté a pu te servir comme ça à t'ouvrir un regard sur quelque chose que tu n'aurais effectivement pas envisagé au début? Tout à fait. Il y avait alors la force du réseau. En fait, toutes les personnes qui étaient passées par ce bilan de compétences, globalement, restent disponibles parce qu'elles savent la plus-value que ça apporte. Donc, en fonction de la piste que tu choisis, tu as un peu un annuaire de personnes que tu peux solliciter pour justement creuser, avoir une autre vision du métier. Et puis, moi, j'ai eu la chance de faire une immersion avec France Travail. Ah, ah, super. C'était pas du tout obligatoire, mais il y a un moment, j'avais choisi un projet à explorer et ça me semblait vraiment important de me rendre compte parce qu'on Oui. imagine plein de choses. De ressentir et de voir ce qui vraiment concrètement, ouais. On est confronté et donc ça, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Et alors toi, l'issue de ton bilan, effectivement, ça a été de te mettre en indépendante et par rapport à ce cap, parce que là, il y a un vrai cap, quitter le salariat, du coup, pour toi, ça a été quoi tes plus grosses peurs? Est-ce que tu arrives à revisualiser les plus grosses peurs au moment de quitter le salariat? Oui, oui, je me souviens très bien parce que certaines sont encore là. Hein, Enfin, après, je suis quelqu'un de très transparent, très honnête, donc là, je vais dire les choses. Mais moi, la première, clairement, c'était la peur financière. C'est-à-dire que quand tu passes d'un salaire fixe qui tombe chaque mois à une absence totale de visibilité, c'est très insécurisant. Alors, chacun a son rapport à l'argent, hein, mais pour ma part, enfin, tu l'as dit, voilà, moi j'ai eu 2 enfants, je suis dans un schéma aussi où on a un certain nombre de dépenses De fixes à dépenses fixes, assurer. ouais. Et puis ensuite, il y a eu le fameux syndrome de l'imposteur, où tu te dis, suis-je légitime finalement dans ce nouveau rôle, dans une région où je n'ai jamais travaillé, où je disposais de peu de réseau. Et puis après, il y a eu cette confrontation aussi à la fameuse prospection, parce que quand tu deviens chef d'entreprise, il faut être partout, dont la prospection. Et je me souviens de mon premier pitch dans un petit déj BNI où j'avais été gentiment conviée. C'était totalement nouveau pour moi et assez intimidant. Et enfin, je me suis un peu demandé ce que je faisais là, quoi. C'est drôle. Là que tu me dis ça, je suis en train de me rappeler de mes premiers pitchs aussi dans les réseaux d'entrepreneurs. Et je pense que j'en ai fait, je sais pas, peut-être une dizaine avant d'être à l'aise et encore, ça reste toujours un exercice, mais avant d'être plus à l'aise et plus ancrée dans ma posture. Mais c'est vrai qu'au démarrage, je me souviens encore, là que tu le dis, je m'en souviens, ces phrases de dire, mais qui va y croire? Moi-même, j'y crois pas forcément, qui va y croire? Ah, mais c'est exactement ça. Et puis, je me suis vite rendu compte, par exemple, que c'était pas ma cible.
Mais au début, tu n'y connais rien, donc tu Oui, explores tout. Donc, il faut j'ai explorer, ouais. fait le possible et puis tu te dis: «Ah bah non, en fait, c'est pas pour moi», mais c'est pas grave, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps où tu apprends. Heu, et oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a surprise, alors en bien ou en moins bien, parce que c'est pas forcément que du positif, hein, des fois, mais dans ta nouvelle vie professionnelle? Alors, bah, justement, je vais rebondir sur cette partie de prospection que je mentionnais. Je dirais que ce qui m'a surprise, c'est de découvrir qu'il n'existe pas une seule façon de faire, et notamment, voilà, en prospection. En fait, au départ, moi, je redoutais cette partie et notamment, je voulais pas harceler, des personnes avec des appels à froid ou des mails impersonnels. Oui, J'ai quand même été 12 ans en entreprise, sur des fonctions RH. Autant te dire que j'ai été sursollicitée et que je voulais absolument pas, reproduire cela parce qu'il y a eu des moments où, c'était pas du tout cohérent de me contacter moi, oui. ça s'ajoutait à un quotidien où tu as déjà, 150 mails à gérer par jour. Enfin, donc, finalement, ouais, j'ai compris, qu'il y avait 1000 manières d'approcher un prospect et que l'essentiel, c'était finalement trouver celle qui te correspond à toi. Oui, alors c'est très bien dit et j'aime bien ta façon de dire les choses parce qu'effectivement, il y a quand on doit apprendre à se vendre, quand on doit apprendre à pitcher, quand on doit apprendre à refaire un CV et cetera, en fait, il y a toujours 1000 façons de faire. Il y a pas une bonne ou une mauvaise façon. On peut donner une carte, générale en disant: «Voilà, en gros, ce qui est déconnant et ce qui est quand même dans les clous», mais en fait, à l'intérieur de ça, c'est hyper vaste et il faut se sentir bien, il faut s'approprier la façon d'être et il y a que comme ça d'ailleurs, en étant aligné, qu'en général, ça match. On le ressent. Ah mais j'en suis intrinsèquement convaincue aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand tu te lances et tu t'en es peut-être aperçu aussi, il y a beaucoup d'injonctions, des personnes qui te disent: «C'est Ouais. comme ça qu'il faut faire» et finalement aujourd'hui avec 3 ans de recul, parce que ça fait 3 ans que je suis à mon compte, bah, je me rends compte que rien n'est figé et ça, c'est aussi, tu me disais: «Qu'est-ce qui t'a surpris positivement dans l'activité?» C'est de me dire que chaque année, tu vois, je fais un petit bilan de mon activité. Je me dis: «Bah, tiens, qu'est-ce qui a fonctionné? Peut-être qu'il y a ce qui a fonctionné moins bien? Qu'est-ce qui m'a particulièrement enthousiasmée? Qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer?» Et en fait, ce que j'aime le plus, c'est cette liberté d'ajuster, tu vois, tester, corriger, mais parfois un tout petit peu. Et puis le plaisir de travailler chez moi, en tout cas, n'a jamais été aussi fort, quoi. Je me sens à ma place. Ah! Comme quoi alors je te remercie parce que des fois, je pense que ça peut résonner pour beaucoup de femmes, qui ont la peur des fois financière qui est extrêmement forte et des fois j'entends des phrases, où on va me dire: «Bah, dans tous les cas, l'entrepreneuriat, ça pourra jamais être pour moi, parce que j'ai trop besoin de me sécuriser ou quoi» et en fait, je pense que, bah, là, ce que tu viens de dire, c'est bien aussi parce que ça connecte aussi à l'envie et dire: «Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des peurs et oui, c'est vrai qu'il y a en fait, il y a des choses à mettre en place, hein, aussi». Pour pas partir n'importe, comment. Mais ça peut être intéressant aussi de pas oublier qu'il y a aussi des choses positives qui en ressortent. Être à son compte, c'est aussi découvrir plein de choses positives, travailler pour soi, travailler comme on a envie de travailler, apporter aussi des fois la qualité qu'on a envie d'apporter, qu'on n'arrive plus forcément à faire, selon l'endroit où on travaille et donc bah, je te remercie parce que tu vois, c'est un angle, qui est intéressant. C'est pas souvent qu'on a quelqu'un qui dit: «Bah, tiens, moi, j'ai eu une grosse peur au niveau financier» et qui dit: «Bah, là, j'ai aussi tout le plaisir, je récolte aussi tout le plaisir que j'avais pas vu venir de l'entrepreneuriat». Alors ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit entrepreneur, mais je te remercie de d'apporter quand même cette nuance pour dire: «C'est bien aussi de connecter à l'envie et pas qu'à la peur» et ça change aussi la perspective et c'est quelque chose que tu aurais pas pu anticiper avant, en fait. Tu aurais pas pu Non, voir. non, et puis comme je le dis, en fait, la peur, elle est toujours là parce que moi, en plus, je travaille au succès. Donc, je suis rémunérée à partir du moment où je fais un placement chez un client et que le candidat démarre. Et donc, en fait, cette peur, elle sera toujours là, mais je commence à m'habituer à vivre avec, en fait, et que ça soit plus aussi omniprésent et en tous les cas, pas paralysant dans mon activité. Tout à fait. Eh ben, alors, je te remercie, ça me fait une belle transition parce que justement, on va parler un petit peu des coulisses du recrutement, parce que je pense que tout le monde a une image ou, même des films de référence sur le recrutement. J'ai un film en tête, j'ai plus le titre, mais, je suis sûre que c'est pas celui, mais que tu aurais cité, mais on a tous des idées sur le recrutement et là, bah, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le rôle d'un recruteur et en quoi ça peut, aider un candidat Bien ou une sûr, candidate? avec plaisir. Alors, un recruteur, pour moi, c'est un détecteur de talent. Je fais un petit clin d'œil en plus au réseau auquel j'appartiens qui s'appelle Réseau Talent.
En fait, si tu veux, on identifie les bons profils, donc tant sur les compétences techniques, les compétences managériales et les qualités humaines, pour répondre à un besoin d'une entreprise. Et donc, pour les candidats, l'apport, c'est clairement l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est à leur côté tout au long du processus. On est à même de leur prodiguer des conseils personnalisés. On les aide à préparer les entretiens parce qu'on connaît l'entreprise, on sait les points sur lesquels il va falloir être attentive ou accentuer. Et on peut aussi, moi ça m'arrive, d'être un peu le médiateur lors des négociations. Donc, on fait le lien et ça change beaucoup de choses quand les deux parties ont conscience de notre métier, de notre plus-value et nous laissent la main aussi. Oui, et je suis contente de t'entendre dire ça parce que là, c'est déjà plus concret. Tu vois, par exemple, cette partie, préparation à l'entretien, ça, tu vois, c'est une question que je me posais moi-même et ça me permet de visualiser davantage. J'imaginais bien qu'il devait y avoir du conseil à l'entretien, mais ça veut dire que c'est quand même poussé, comme tu dis, c'est quand même très personnalisé. Ça permet vraiment de dire: «Bah, voilà, cette entreprise-là, je la connais, je sais que ça, c'est quelque chose qui va être important dans le recrutement, donc ça peut être important de peut-être de vous y préparer» et cetera. Et ça prend sens. Pour ceux qui ont peur un petit peu sur, les entretiens, parce que c'est toujours quand même un moment qui est stressant, passer un entretien. Complètement. Enfin, je suppose, J'adore mon métier, le nombre de candidats qui me disent après ah mais merci, c'est parce que chacun a un parcours tellement différent qu'une personne, tu vas dire mais là, mettez cette expérience en avant, ça va leur parler, et cetera. Mais tout en étant évidemment honnête sur son parcours. Mais tu c'est apprends à mettre de la lumière là où il va y avoir un point d'intérêt aussi en face et pas sur, la totalité du parcours qui va pas être forcément pertinente pour tout le poste, quoi. Oui, et puis mettre aussi en exergue les points sensibles chez l'employeur. S'il y a un contexte, je ne sais pas, de départ, de transformation, dire sachez que voilà ce qui s'est passé. Donc pour vous, il faut que vous soyez aussi préparés. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je sais que ce soit mes clients ou mes candidats, je veux qu'ils prennent des décisions de manière éclairée. Enfin, je ne veux pas qu'au bout de 2 mois, on m'appelle en me disant ah bah c'est pas du tout ce que vous m'aviez décrit. Ah, là, pour moi, c'est un échec. Donc, en tout cas, c'est de cette manière que je travaille personnellement. Et alors, justement, de plus en plus, je pense que ça, bah, tu le connais bien, tu y es, confronté et une fois de plus, c'est pour ça aussi que je voulais exprimer, le fait que tu l'as vécu toi-même et donc tu sais par quoi les candidats peuvent passer. Mais c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, il y a des reconversions professionnelles qui s'effectuent tout au long de notre carrière. Ça devient quand même assez rare d'avoir une carrière, linéaire, on va dire ça comme ça. Et est-ce que passer par un recruteur, ça peut aider à changer la donne? Parce que c'est toujours il y a toujours quand même une manipulation à faire pour expliquer un basculement de carrière. Il faut que le recruteur comprenne, quand même pourquoi est-ce qu'on est passé, de A à B. Est-ce que ça peut aider aussi? Alors, sur cette question, je dirais que franchement, ça dépend. Je pense que tu as certains candidats qui ont à la fois un projet clair et qui sont à l'aise en entretien. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'ils peuvent avancer seuls. Nous ne sommes pas indispensables. Mais d'autres qui ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, dans ce cas-là, oui, le recruteur peut jouer un rôle de tremplin. Après, je dirais que l'essentiel reste quand même d'avoir un projet cohérent. Et si le candidat lui-même n'y croit pas, honnêtement, personne ne sera convaincu. Oui, alors là, je partage complètement cet avis. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, de ton point de vue à toi, avec malgré tout, tu as quand même 3 ans là maintenant de recul, donc ça permet d'avoir une visibilité. Alors on précise peut-être, comme on a dit, visibilité secteur Normandie, mais enfin Normandie et Paris, si je dis pas de bêtises. Je commence à m'élargir un petit peu, Voilà. notamment sur l'aspect juridique. Ouais. Je commence à avoir une petite réputation. Alors du coup, sur le panel déjà de vision que tu peux avoir, est-ce que de ton point de vue, c'est quoi les qualités ou les compétences que les employeurs aujourd'hui recherchent le plus, en tout cas en ce moment? Alors, ça va être difficile de généraliser parce que je n'ai pas une vue du marché global. Chaque entreprise a ses spécificités. Je dirais tout de même, en tous les cas, si je devais dégager un fil rouge, je dirais l'engagement, le sérieux et l'envie de s'investir.
Ça paraît basique, mais les employeurs aujourd'hui savent bien que des carrières ne sont plus linéaires, hein. On ne va pas rentrer à 25 ans et partir à Ah 65 oui. d'une entreprise. Mais ce qu'ils cherchent avant tout, c'est des personnes voilà, motivées, capables de s'intégrer, de s'adapter et de rester quand même quelques années pour rentabiliser le temps, l'investissement consacré à leur intégration. Donc, Il- ils sont conscients quand même que les personnes ont besoin d'évoluer au fur et à mesure. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui soit au moins posé quelques années, comme tu disais, peut-être déjà le temps de se dire, elle a été bien avec nous et peut-être même qu'elle va évoluer au sein de l'entreprise si jamais c'est possible. Absolument. Pas quelqu'un qui vient juste faire son travail, qui repart, mais qui, oui, dont le projet de l'entreprise le motive et qui a envie d'intégrer l'équipe, voilà, mettre sa pierre à l'édifice. Et donc, s'ils sont dans cette ouverture après interne, est-ce que toi, tu les trouves frileux quand il y a des profils que tu vois qui vont être en reconversion face à des profils qui ne le sont pas? Est-ce que tu les sens frileux face à ça ou si c'est bien travaillé, si c'est bien amené, tu dégages plutôt une certaine curiosité des employeurs? Et parce que moi, j'en ai vraiment beaucoup dans des entretiens d'info qui vont me dire mais on va jamais me prendre, j'ai pas d'expérience ou c'est pas du tout mon profil, ils vont jamais comprendre pourquoi je suis là, en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Alors c'est aussi mon rôle, hein, dans ces cas-là d'amener la chose auprès de l'employeur et de lui dire pourquoi je lui présente ce profil, parce que clairement, c'est-à-dire que j'ai été convaincue et j'ai décelé quelque chose. Je dirais que les employeurs sont quand même de plus en plus curieux et attentifs. Quand une personne, si tu veux, est en reconversion, enfin, il faut surtout que le parcours soit cohérent. Enfin, oui, il faut qu'il y ait une cohérence avec à la fois le parcours, le discours et l'attitude du candidat. Et est-ce Et qu'il y a là, des, ça être perçu comme un atout, si tu veux. Enfin, les entreprises, elles sont conscientes qu'il y a des compétences transversales et transférables et que ça peut oui, être une vraie richesse. et est-ce que du coup, il y a des petits arguments comme ça que les candidats peuvent, utiliser pour rassurer? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais qui peuvent, alors, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai préparé l'entretien, j'avais pensé à rassurer ou séduire un employeur, mais j'aime pas forcément séduire, ça pourrait te tromper, ce qui est pas le cas. Là, on est plutôt sur, comment est-ce que authentiquement, je peux montrer ma pleine motivation à dire que je sais pourquoi je me réengage dans une nouvelle, carrière et que je sens que je peux apporter quelque chose à l'entreprise, mais comment est-ce que je peux argumenter ça? Bah, encore une fois, je pense que c'est du cas par cas, mais si je pouvais dire quelque chose, c'est vraiment montrer en quoi son parcours antérieur constitue une force pour le nouveau poste. Tu vois, par exemple, dans mon cas, enfin, j'ai pas appris le recrutement en partant de zéro. En tant qu'RRH, je faisais du recrutement, mais en interne. En fait, passer à l'externe, c'est très différent. Tu n'as pas toutes les connaissances de l'interne, etc. Donc, ça a quand même été une adaptation. Oui. Mais j'ai surtout appris à devenir ma chef d'entreprise, à gérer des clients, à piloter une activité. Et cette cohérence, il faut savoir la mettre en avant. Et ça fait partie de ce que tu fais quand tu les accompagnes aussi? Si jamais ils te donnent une série d'arguments, mais que toi tu sais, parce que tu as l'habitude qu'ils en repèrent d'autres, parce que souvent on voit pas soi-même les forces qu'on peut avoir. Est-ce que toi, ça fait partie des choses où tu dis: «Bah oui, mais vous pouvez aussi accentuer là-dessus, vous vous rendez pas compte, mais en fait ça, c'est aussi quelque chose qui se transfère». Ça fait partie de l'accompagnement aussi que tu prodigues, au fur et à mesure des recrutements? Alors, quand c'est des personnes justement en reconversion, là, je pense à quelqu'un qui avait travaillé dans le juridique dans une entreprise et puis je l'ai placé dans un tout autre secteur, enfin, cabinet d'avocats. Là, clairement, oui, j'ai essayé de la rassurer en lui disant, mais en fait, il y a ça, ça, ça qui pour moi sont très pertinents, tout en étant très transparent avec le client. Euh, mais quand ce ne sont pas des cas de reconversion, enfin, généralement, les candidats savent déjà Oui. pourquoi ils postulent, etc. Mais oui, oui, bien sûr, ça m'arrive de le faire. Et alors, au niveau de conseils pratiques qu'on pourrait essayer d'apporter, à nos auditrices, puisque effectivement c'est 99 des femmes, même si c'est pas fermé aux hommes, mais soyons clairs, c'est quand même plus adapté aux femmes, parce que comme tu en parlais tout à l'heure, si gentiment et si, honnêtement, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que tout le monde quasiment, peut avoir. Du coup, en conseil concret pour quelqu'un qui cherche à se repositionner, par où commencer? Ah bah, sans hésiter, se faire accompagner. Donc, que ce soit en individuel ou en collectif, un coaching ou un bilan, pour moi, ça aide à clarifier déjà son projet, à se poser les bonnes questions,
à poser les bases aussi pour un parcours le plus cohérent possible. Et quelles seraient pour toi les 3 erreurs, soit que tu as déjà repérées à plusieurs reprises et que tu dis: «Aïe, aïe, aïe, à chaque fois celle-là on me l'a fait» ou qui pourraient, enfin à éviter en tout cas absolument quand on postule après une reconversion? Oui. Alors, la première, ne jamais garder son CV sans l'adapter. Ça, je ne veux plus en voir, c'est interdit. 2, enjoliver ou mentir sur son parcours. Non, en fait, enfin, soyez, je ne sais pas si c'est fier, mais assumez vos choix. Ah, Et j'aime la façon dont tu le dis. C'est oui, très bien. et non, mais on a le droit de faire des erreurs, mais ça nous apprendra autre chose. Et bon, bref, c'est un autre sujet. 3, je dirais postuler à tout et n'importe quoi sans cohérence. On en a encore trop. Enfin, je veux dire, je te donne un exemple. On a un poste là en ce moment de chargé d'affaires CVC. CVC, c'est clim, ventilation, chauffage. J'ai un boucher qui a postulé. Bon, enfin, Ah et oui. en rien, son CV me montre qu'il est dans une école en train de se reconvertir. Il n'y a pas une en-tête qui explique. Donc, en fait, ça, c'est pas possible. Et si je peux me permettre, j'ajouterai quand même un 4e, c'est arriver en entretien avec un discours flou. Il faut absolument avoir travaillé un pitch, encore une fois. Enfin, j'ai l'impression de redire un peu la même chose, mais je suis cohérente au moins. Ah oui, oui, mais au contraire, c'est très bien. Mais c'est très bien parce que ça explique, enfin, ça exprime aussi vraiment. Bah là, tu vois, j'allais te dire, c'est quoi des actions concrètes à mettre en place? Déjà, préparer son pitch. Enfin, j'imagine que c'est la base. J'allais dire, ouais, les actions concrètes pour booster sa recherche, c'est refaire son CV. Le CV, il doit être clair, il doit être lisible. Moi, je recommande, c'est très personnel, mais quand une personne est en reconversion, pas hésiter en dessous peut-être du poste recherché à expliquer en quelques lignes finalement le pourquoi de la reconversion et les compétences transversales. Parce que si vous mettez, je dis n'importe quoi, chef des ventes et que vous avez tout le temps été assistante médicale, la personne va dire, oui, ok, elle veut, mais en quoi? Alors que si déjà il y a 3-4 bullet points où il y a des compétences que vous avez développées dans votre ancien job et qui clairement sont aussi présentes dans le nouveau, là, ça a du sens. Et là, on se dit, je vais aller creuser. Enfin, en tout cas, bon, ça, encore une fois, c'est pas vrai. Donc ça, c'est première action concrète, refaire son CV. Deuxième action, être actif. C'est-à-dire Ça peut être, tu veux dire sur les réseaux ou sur les offres ou... et plein de choses en fait. C'est sonder le marché régulièrement sur les offres, mais c'est créer des profils sur les plateformes, les fameux job boards. Vous pouvez être en veille en fait. Une fois que votre profil il est créé, vous êtes accessible par les recruteurs. Donc même sans avoir postulé, nous on peut vous sourcer. Donc Ah, ça c'est voilà, important à créer savoir. des profils, créer des alertes d'emploi sur les sites qui vous le permettent. Comme ça, vous êtes au courant dès qu'il y a une offre qui s'ouvre sur telle région, dans tel secteur. Rendez-vous sur des forums, allez dans des salons. On a parlé des réseaux, voilà, regardez ce qui se passe. Et puis, ne pas hésiter à solliciter les services d'accompagnement de type France Travail ou APEC, hein. Moi, j'ai fait les deux à l'époque et honnêtement, de très grande qualité. Et puis, dernière action concrète, parce que tu m'en avais demandé 3, clarifier son discours, c'est-à-dire savoir expliquer simplement, mais sa démarche de reconversion pour être crédible et fluide en entretien. Ça, je te remercie parce qu'à chaque fois qu'on travaille, le CV quand on est en bilan de compétences, alors parce qu'on accompagne aussi forcément sur le fait de refaire un CV parce qu'effectivement ça se retravaille. Mais, pour les profils particulièrement en reconversion, moi je dis toujours le CV où on peut avoir cette petite partie d'intro, quand il y a une reconversion, bah là ça prend du sens en fait d'utiliser plutôt ce type de CV parce que c'est le seul teasing un peu qu'on peut faire pour, réussir à dire: c'est normal, il y a un petit fil conducteur entre avant et maintenant. En fait, il y avait déjà quelque chose qui a été semé depuis longtemps et je trouve que cette partie-là, le fait que tu le redises, c'est bien parce que des fois, on dit toujours: «Oui, mais quel CV?» puis à chaque fois, c'est: «Oui, mais quand je montre mon CV à quelqu'un, il y a toujours des choses qui vont pas». Oui, c'est vrai, mais il y a, peut-être le bon sens effectivement de dire: «Bah, déjà quand il y a reconversion, il y a des CV peut-être plus adaptés, plus pertinents en tout cas, qui vont faciliter la lecture en tout cas de la personne qui va recruter». Au moins ça. Donc, mais c'est bien parce que là, tout est concret. Donc, ça, c'est très bien. Puis tu as cité aussi effectivement l'APEC. C'est vrai qu'on parle souvent de France Travail, mais c'est bien aussi de citer l'APEC. Et je suis d'accord avec toi. En plus, c'est vrai qu'ils ont vraiment, en plus, des fois, des ateliers, des webinaires. Ils ont plein de choses, même sur LinkedIn d'ailleurs. Il y a des fois
des webinaires en ligne. Enfin, il suffit de les suivre. On peut avoir pas mal de contenus très intéressants. Donc, c'est bien de les avoir cités. Et est-ce que tu aurais, toi, un mot de la fin pour celles qui hésiteraient à changer de cap, qui seraient encore un peu dans cette peur de oui, mais si ça marche pas, ou enfin, j'ai encore un peu peur de faire le petit pas. Euh, y a plusieurs choses que j'avais envie de dire. C'est déjà changer de cap, c'est pas forcément tout plaquer. Celui qui était maçon, qui devient one-man show, bon, il y en a assez peu. Oui, Euh, et, merci de parfois, le dire ça. et parfois, des petits ajustements suffisent, en fait. Quelqu'un qui est à 100%, qui passe à 80, ou quelqu'un qui veut juste une mobilité interne pour changer d'équipe, mais dans la même entreprise, ou qui veut travailler pour la même entreprise, mais finalement dans une autre région. Enfin, changer de rythme, de lieu ou d'équipe, en fait, ça peut tout changer. Donc, prenez le temps d'identifier ce qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever le matin. En fait, finalement, se connaître soi-même, c'est essentiel. Et c'est vrai que notre système ne pousse pas à travailler sur nous-mêmes et à explorer ses motivations profondes. On coche souvent des cases, finalement. Enfin, moi, j'étais la première à le faire. Donc, redire que faire un bilan, c'est un cadeau que l'on se fait dans la vie. Ça permet vraiment de comprendre qui l'on est, ce qui nous motive et de poser des bases solides pour la suite. Et changer, c'est pas forcément sauter dans le vide, c'est parfois simplement tourner légèrement la barre du navire, en fait, et s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Eh ben, je te remercie parce que je trouve ça extrêmement pertinent et extrêmement rassurant aussi pour toutes celles qui ont toujours l'impression que, en gros, il va se passer presque une coupure et elles vont laisser mari, enfant au bord du rivage et il va y avoir une vie avec une énorme transformation. Et non, tu as raison, il y a, des fois, c'est des ajustements et des fois, c'est aussi une préparation avec bah, je sais vers où je vais, peut-être que je sais pourquoi je ne peux pas y aller maintenant, mais maintenant, je le sais. Dans tous les cas, je peux déjà mettre des petites actions en place et comprendre pourquoi j'accepte de rester peut-être temporairement encore ici. Si c'est pour bien préparer un projet futur et être cohérente, en fait, ça peut prendre du sens. Et puis, ça fait passer ce petit temps, ce laps de temps, bah, il devient utile, on le rentabilise. Donc, ça peut permettre aussi de se dire, pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain, quoi. Et pas non plus de. Complètement. Si ça peut rassurer les auditrices, mon mari et mes enfants sont encore là. Et c'est vrai, un aspect qu'on n'a peut-être pas évoqué et qui peut, enfin, qui me semble essentiel quand on se lance. Enfin, pour ma part, j'ai un mari à son compte qui est également très pris. Et faut être clair que si vous avez envie de tester voilà, un projet ou une reconversion, si en tout cas ça demande de se lancer à son compte, il faut clairement que ce soit un projet accepté par l'ensemble de son entourage, parce que tu le sais bien, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On déconnecte jamais vraiment. Oui. Et donc, voilà, il faut que ce soit su, décidé ensemble et pour avancer sereinement. Enfin, le plus sereinement possible, dans tous les Oui, cas. le plus sereinement, tu as raison de le préciser. Bah, je te remercie, Constance. Je trouve que moi, tu vois, dans ce que je vais retenir, et ça, c'est un truc que je me laissais parce que je voulais voir ce que l'échange allait nous apporter. Alors déjà, j'aime le fait que tu dises, des fois, on change pas complètement de cap, on réajuste seulement. Et ça, c'est bien aussi de l'entendre. Ça, je trouve que c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, les employeurs sont conscients que maintenant, une carrière, c'est pas linéaire et en fait, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va, entre guillemets, inventer le fait de vouloir rester toute leur vie au poste qui va être proposé, mais bien juste de s'intégrer et de s'engager dans la mission parce qu'ils vont connecter avec quelque chose. Et ça, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Là, ça rend la chose beaucoup plus accessible. Donc, il y a des actions, mais ça reste accessible. Et la troisième chose, qui est sur la fin, mais je la trouve très bien, et elle est vraie pour n'importe quel projet de reconversion, c'est qu'effectivement, quoi qu'on en dise, une reconversion, ça fait bouger l'équilibre familial, qu'on soit 2, 3, 4 dans la famille, 5, peu importe, ça fait bouger l'équilibre familial. Et comme tu as dit, un projet en fait professionnel, il faut que ce soit dit et que ce soit su et que ce soit validé par la famille pour que ça passe et que ce soit
que la famille soit soutenante dans cette évolution, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves après à surmonter et c'est nettement plus confortable quand on a le soutien de nos proches. Tout à fait, c'est très bien résumé. Eh ben, merci énormément. J'aimerais bien passer quand même l'info, du coup, pour dire que donc si vous êtes côté recrutement et que vous avez, des problèmes de recrutement, bah, je pense que là, vous avez pu voir un petit peu aussi comment Constance, fonctionne, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle accompagne, que ce soit autant l'employeur que les personnes, les candidats. Donc si vous êtes côté, recrutement, n'hésitez pas à contacter, Constance et je mettrai bien sûr, sous les liens, le mail et l'adresse LinkedIn pour pouvoir, prendre contact. Et puis, pour les personnes qui sont, peut-être de potentiels candidats, alors c'est ce qu'on évoquait, c'est pas toujours, possible de travailler avec tout le monde. Par contre, c'est complètement possible de s'inscrire déjà sur, Réseau Talent, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Réseau Talent, Absolument. .fr, j'imagine, du coup? Oui, on a une page dédiée avec toutes nos offres d'emploi actives et il y a la possibilité pour chacun de candidater de manière spontanée, ce qui permet d'intégrer notre vivier et d'être visible par tous les partenaires du réseau. Ah bah, écoute, c'est super. Comme ça, je mettrai tous les liens sous la vidéo et j'espère que vous aurez la chance, peut-être de collaborer avec Constance qui vous accompagnera au top pour, vos futurs emplois parce que je vous laisse, découvrir comment elle est, ses avis. Pour la connaître, je sais très bien la qualité qu'elle apporte, mais je vous souhaite d'avoir la chance de travailler avec Constance. Merci Sabrina. Bah, moi j'ai eu la chance de collaborer avec toi et j'en suis ravie. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle journée, une très belle continuation. À toutes les Simones qui nous écoutent aussi. Je mettrai tous les liens, sous la vidéo et puis on se dit à une prochaine. Ciao. À bientôt!